Salut les lectrices et les lecteurs! J'espère que vous allez bien, que votre pâle descend doucement, que vous avez eu une bonne semaine et fait de bonnes lectures. Aujourd'hui, j'ai 4 livres à vous présenter et vous allez voir cette fois, il y a 3 livres qui sont dans le même genre. Et ça arrive pas souvent, mais vous allez voir, il y a une explication très simple. C'est que je veux avancer dans mes sagas parce que je fais toujours le challenge du grand chelem des sagas de Monsieur Cabric. Et là, il y a aussi l'été en série qui commence de Totaly Brune. Et donc, je suis à fond dans les sagas. Et si vous avez regardé ma vidéo où je trie mes sagas, il y a un certain genre dans lequel j'ai énormément de sagas en cours. Et c'est dans ce genre-là que j'ai avancé. Et je ne vais pas vous faire languir plus. On va commencer tout de suite avec le premier livre que j'ai lu. Alors, j'ai lu Méfiez-vous des anges d'Olivier Bal. C'est le tome 3 de son polar avec le journaliste Paul Green. Et donc, on est dans du polar. Et voilà, c'est le grand genre du jour. J'ai lu 3 polars cette semaine. Et ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Bah écoutez, c'était cool. Ça m'a fait plaisir. Bon, on continue avec Méfiez-vous des anges. De cette série, le tome 1, c'était l'affaire Clara Miller. Et le tome 2, c'était Les disparus de la forêt, je crois. Le tome 3, donc Méfiez-vous des anges, est paru en 2022 en grand format et en poche en 2023. Et c'est un livre qui fait environ 500 pages. Pour ma part, je l'ai écouté en audio. Dans ce livre, on retrouve donc Paul Green, qui est journaliste, qu'on suit depuis le début de cette trilogie. Alors, actuellement, il y a 3 livres. Je ne sais pas s'il y aura une suite, on verra. Mais en tout cas, voilà, on suit Paul Green, qui a eu du coup plein d'aventures dans le tome 1, le tome 2. Je vous dis pas lesquelles et je vous dis pas son état actuel parce que sinon ça va vous spoiler. Là, on est particulièrement à Los Angeles, donc aux États-Unis, parce que c'est une série qui prend place entièrement aux États-Unis. Et Paul, il va chercher une jeune femme disparue. C'est un petit peu sa marotte à Paul, c'est de rechercher des gens disparus. Et donc là, c'est une jeune femme qu'il soupçonne avoir été embringuée dans une secte. Mais on ne suit pas que Paul dans ce tome 3, on suit aussi l'inspectrice Sarah Shelley, qui est une femme un petit peu particulière parce qu'elle souffre d'hypermnésie, c'est-à-dire qu'elle retient absolument tout ce qui se passe dans sa vie, et du coup ça pourrait paraître être cool, mais en fait non, c'est un gros handicap, ça lui crée quand même beaucoup de difficultés, et donc voilà, on suit en parallèle Paul et cette inspectrice, et donc cette inspectrice, Sarah Shelley, elle va se retrouver à enquêter sur la mort d'une jeune femme, et en parallèle donc Paul cherche cette jeune femme disparue, pour mon avis. Moi, j'ai eu une expérience assez compliquée avec les livres d'Olivier Bal, avec cette trilogie en tout cas. Le tome 1, l'affaire Clara Miller, j'avais abandonné parce que j'aimais pas l'ambiance et j'aimais pas les thématiques abordées. Il y avait, je sais pas, il y avait un truc qui passait pas. Donc j'avais abandonné le tome 1. Et il se trouve qu'on m'avait offert le tome 2. Et donc je m'étais dit, bon, ben, on m'a offert ce tome 2, je vais quand même essayer de le lire. Et j'avais adoré le tome 2, j'avais trouvé ça super bien. Là, pour le coup, j'avais adoré l'ambiance. Il y avait un petit côté fantastique qui m'avait beaucoup plu. J'avais vraiment adoré, je me suis dit, ben du coup, je vais continuer, je vais lire le tome 3. Et dans la vidéo des sagas, rappelez-vous, je vous disais que j'hésitais à lire ce tome 3 parce que j'avais un petit peu peur qu'on retombe dans ce que j'avais pas aimé du tome 1. Et effectivement, c'est le cas. Alors cette fois, je ne l'ai pas abandonné parce que j'étais en audio. Et du coup, en audio, ça passe quand même mieux. Mais honnêtement, si je l'avais lu en papier, je suis pas certaine que je serais allée au bout. Alors pas parce que c'était nul, c'est vraiment juste une question de feeling. Donc on est à Los Angeles, dans des milieux qui sont des milieux qui me plaisent pas. En fait, j'aime pas trop lire des choses là-dessus. Je vous dis pas lesquelles parce que sinon ça serait spoilé. Mais en tout cas, voilà, c'est des choses qui me plaisent pas trop. Et vraiment, j'aime pas l'ambiance qui se dégage de ce tome 3. Et ça me fait comme dans le tome 1, il y avait un truc vraiment que j'aimais pas, j'arrive pas vraiment à mettre le doigt dessus, mais c'est une question d'ambiance et de ressenti. Et ça me plaisait pas vraiment, tout simplement, je saurais pas dire pourquoi. C'est vraiment juste du feeling. Vraiment, c'est loin d'être parce que c'est nul, parce qu'en soi, les enquêtes, elles sont très bien. Il y a plein de rebondissements. On a des personnages qui sont ce qu'ils sont, mais qui restent intéressants. Moi, les personnages, c'est pas ce que j'ai préféré. J'ai particulièrement pas aimé ce qu'il a fait avec le personnage de la flic. Mais là aussi, c'est très personnel et il y a une chose en particulier qui m'a agacée. C'est que cette flic donc souffre d'hypermnésie. Et qu'est-ce qu'elle va faire pour essayer de contrer cette hypermnésie? Elle va se plonger dans le sport. Bon, ça encore, ça va. Mais elle va aussi se plonger dans le sexe. Mais pourquoi? Pourquoi? Bref, ok, je dis pas, peut-être qu'il y a des personnes qui souffrent de telle ou telle maladie qui vont se perdre dans le sexe. Pas de problème, vraiment, je comprends.
Je comprends, mais pourquoi faire ça dans un livre où ça apporte rien du tout en fait? Vraiment, ça apporte rien. J'ai pas compris. Mais bon, bref, ça c'était vraiment juste un petit truc qui m'a dérangé vraiment purement pour ce que c'était. Mais après, en soi, voilà, tout le reste, c'était quand même une bonne enquête. Mais moi, ça m'a pas plu juste de par l'ambiance. En plus, voilà, tout ce qui est secte, etc., ça m'intéresse pas du tout. Tout l'autre pan qui est abordé, ça m'intéresse pas du tout non plus. Du coup, bah, c'était beaucoup de facteurs qui font que j'ai pas vraiment aimé ce livre. Je l'ai pas détesté non plus. Clairement, j'aurais dû m'arrêter aux deux. J'aurais dû juste lire La forêt des disparus et m'arrêter à celui-là. Mais bon, c'est pas grave, je suis quand même contente d'avoir fini une saga parce que du coup je suis à jour. Donc pour le grand chelem des sagas, ça me fait 3 points pour le tome, plus 3 points pour le fait que c'est une saga terminée. Donc ça c'est cool. Après en audio, voilà, ça passe bien. Par contre en audio, alors c'est très rare que ça me fasse ça, mais bon, il y avait un point positif dans l'audio, c'est que on suit plusieurs personnages, on a plusieurs voix de personnages, et donc on a plusieurs voix d'acteurs et d'actrices. Donc la flic, elle a son actrice, Paul, il a son propre acteur, et il y a un autre personnage, je vous dévoile pas lequel, qui a aussi sa propre voix. Et justement, ce troisième acteur, je n'aimais pas du tout sa manière de jouer. Mais là aussi, c'est totalement subjectif, très personnel. Vraiment, il m'a agacée et ça rendait ridicule le personnage, j'ai trouvé, ça rendait le personnage très cliché. Déjà, il était un petit peu cliché de par son écriture, mais alors de par son jeu, pour moi, ça grossissait le trait. Mais bref, si vous aimez cette série, bien sûr, continuez-la. Vous allez retrouver des choses que vous avez aimées, notamment ce fameux personnage de Paul Green. Les thématiques sont quand même intéressantes quand on s'y intéresse, etc. Et niveau trouillomètre, on est sur du 2 sur 5. Ok, mais lis-le en journée, moi je l'ai mis à 2 sur 5 parce que, eh ben justement, cette ambiance, elle est parfois vraiment glauque, très dérangeante à certains moments. Ça m'a pas vraiment fait peur en soi, mais voilà, c'était une question d'ambiance que j'ai trouvé parfois un petit peu oppressante. Voilà pour Méfiez-vous des anges d'Olivier Ball. Passons maintenant à un livre qui sera le seul qui n'est pas un polar, c'est Tant que fleuriront les citronniers de Zulfa Katour. Dans ce livre, on est dans un contemporain young adulte qui est paru en 2022 en VO et en 2023 en France. Il fait 456 pages et donc moi je l'ai lu en version papier avec Eva de la chaîne Perfect Books, que vous pouvez suivre sur Twitch, où elle met les rediffusions de Twitch sur YouTube, donc c'est bien pratique. Moi j'aime beaucoup la suivre. Et on a fait cette lecture pour son propre challenge qui s'appelle Lisons Lazik, qu'elle organise depuis de longues années maintenant. Ça faisait longtemps que elle devait lire ce livre, que tout le monde lui disait lis-le, 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 et qu'elle n'arrêtait pas de repousser. Et moi je me l'étais acheté quand je suis venue en France parce que moi aussi ça faisait longtemps que je voulais le lire, et je me suis dit si je l'ai en papier, je le sortirai pour le Lisons Lazik. Et j'ai dit à Eva, on le lit ensemble, comme ça, les gens arrêteront de te dire de lire ce livre. Et moi aussi, je l'aurais lu. Et donc, c'est une lecture commune que nous avons faite et c'était trop cool. Ce roman se passe en Syrie, aux alentours de 2012-2013, donc pendant la révolution syrienne. Et on va suivre Salama, qui est une jeune fille qui a 18 ans, qui avant la Révolution faisait des études de pharmacie pour devenir pharmacienne, et en fait, avec la Révolution syrienne, elle se retrouve à travailler à l'hôpital, à jouer un rôle de médecin et d'aider les gens qui sont dans le besoin, parce que la ville de Homs, là où elle vit, est une des villes où la Révolution est en marche, est en cours, et est protégée par l'armée syrienne libre, qui protège la ville, mais ça ne les empêche pas d'avoir de nombreux bombardements, de nombreuses attaques de la part des armées du gouvernement. Et donc, ça crée beaucoup de populations civiles qui se retrouvent blessées ou tuées. Et donc, l'hôpital est sans cesse abreuvé de personnes dans le besoin de soins. Et donc, Salama va aider ces gens-là en étant bénévole à l'hôpital à 18 ans. Et donc, nous, on va suivre son histoire. On va découvrir sa vie, on va découvrir ce qui lui reste de sa famille, sachant qu'elle vit avec sa belle-sœur Leila, qui est enceinte, mais son frère à Salama a été arrêté, son père également, bref. On va découvrir un petit peu sa famille, son histoire familiale, on va découvrir son quotidien à l'hôpital, qui est un quotidien vraiment très dur. Clairement, ce livre est difficile, parce qu'il parle d'une réalité. La révolution syrienne, c'est une révolution qui a commencé en 2011 et qui s'est terminée en 2024. Donc c'était l'époque où, où ils étaient sous la dictature de Bachar el-Assad. Et donc là, j'ai trouvé hyper intéressant parce qu'on découvre la vie des civils, en fait. Nous, je pense que dans les médias, on a beaucoup les informations qui parlent plus de la politique, des différents enjeux politiques, etc. Mais les conséquences réelles sur les civils,
on les a peut-être eu très peu. J'avoue, moi, j'ai pas du tout suivi cette période de la révolution syrienne. Je ne m'y intéressais pas. Je regardais pas les infos en plus à cette époque-là, toujours pas d'ailleurs. C'est pas un sujet que je connais du tout, mais ça restait quand même hyper intéressant de découvrir cette réalité-là, parce qu'en plus cette réalité-là, elle était vraie pour la Syrie à ce moment-là, mais on peut très facilement imaginer que ce quotidien de lutte, de survie, en fait il existe dans beaucoup de pays qui sont sous dictature, qui se soulèvent contre des États oppresseurs, et en fait c'est presque un livre universel sur ce sujet-là, avec les spécificités ici de la Syrie bien sûr, mais voilà, je pense qu'on peut faire des parallèles, et c'est ce qui le rendait très intéressant, c'était d'avoir ce côté ancré sur la réalité du quotidien de personnes lambda en fait, qui veulent juste aller bosser, qui veulent juste manger, nourrir leurs enfants, nourrir leur famille, et qui se retrouvent au cœur du chaos à devoir lutter pour survivre. Est-ce que leurs enfants survivront à tout ça ? Est-ce qu'ils auront un futur ? Et ce livre parlait de tout ça, ce qui en faisait du coup un livre assez dur de par ses réalités, mais avec aussi beaucoup d'espoir. Et cet espoir, on le ressent parce que nous, on suit Salama, on suit tout ce qu'elle vit, et on espère avec elle, en fait. On est au cœur de ses décisions, rester ou partir, à quel prix. Voilà, on va suivre tout ça avec elle, et on va aussi suivre une petite romance. Et ça fait bizarre de dire ça, mais c'est ça aussi qui est beau, finalement, je trouve, dans ce livre, c'est que la peur du quotidien, eh ben, finalement, elle vient pas tout écraser non plus, on reste des êtres humains et on peut tomber amoureux, même au milieu de tout ce qui arrive. Et j'ai trouvé ça très joli parce que donc Salama, à un moment donné, elle va tomber amoureuse et ça va remettre beaucoup de choses en question, beaucoup de choses en perspective. Et il faut garder en tête que c'est un young adulte qui se veut aussi accessible aux jeunes, et je pense que cette romance, elle était aussi là pour ça, parce que sinon, ça serait un livre de guerre en fait, et ça aurait peut-être touché moins de personnes finalement. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce livre, c'est le personnage de Salama et tous les personnages en général. Alors, il y en a qui sont absolument abjects de personnages, soyons clairs, mais en fait, tous ces personnages, ils sont là pour montrer une facette finalement de la lutte, de comment on survit face à l'horreur. Et Salama, je l'ai trouvée particulièrement bien construite, vraiment profonde comme personnage. Je me suis beaucoup attachée à elle. J'étais prise avec elle dans son histoire, et ça m'émeut rien que d'en parler parce que j'ai l'impression que c'est une vraie personne qui a vraiment existé. Il n'est pas le cas, hein, c'est une fiction, mais évidemment on peut se dire qu'il y a des personnes comme Salama quelque part dans le monde aujourd'hui. Et donc voilà, forcément c'est émouvant parce que on a envie que cette jeune fille de 18 ans, en fait, juste qu'elle aille faire ses études, qu'elle vive ses histoires d'amour et qu'elle n'ait pas à sauver des enfants de la mort à cause d'une bombe, quoi, en fait, tout simplement. Et voilà, c'est de par ce côté-là qu'elle est émouvante, mais c'est pas un personnage simpliste pour autant, c'est pas un personnage simple, non, c'est un personnage complexe. Elle a plein d'émotions qui se contredisent, elle a plein de décisions à prendre qui sont dures, et voilà, et son quotidien est compliqué, et c'est ça qui fait toute la force de ce roman, c'est toute cette histoire portée par ce personnage, par les personnages de l'histoire. Le côté historique ici, enfin historique, oui, je pense qu'on peut parler d'histoire, c'est pas détaillé. On rentre pas dans les finesses de la politique, de pourquoi Homs à ce moment-là, pourquoi la Syrie fait la révolution, Bachar el-Assad, comment il est arrivé là, pourquoi, combien de temps, quand, comment. Non, on n'a pas de détails profonds. On a suffisamment d'informations pour comprendre le cadre. Moi, ça m'a pas fait défaut, même si je connaissais pas du tout l'histoire syrienne. J'ai tout compris. J'ai compris pourquoi Salama était là à ce moment-là, dans cette ville. J'ai compris le cadre global. J'ai compris la dictature, la répression. C'était suffisant pour comprendre l'histoire, mais ne lisez pas ce livre pour en apprendre beaucoup sur la révolution syrienne à proprement parler, sur la guerre civile. Non, vous aurez très peu de détails méta, on va dire. Là, non, on est vraiment au cœur de l'action, au cœur d'un petit point particulier de cet hôpital de Homs. Vous ne saurez pas les mouvements des armées, j'en sais rien. Non, c'est pas du tout le propos du roman. Ne lisez pas ce livre pour ça. Ce n'est pas un livre d'histoire, ce n'est pas un livre historique. On est vraiment dans ce qu'on peut appeler un contemporain, c'est-à-dire où on est centré sur l'histoire des personnages. Donc pour moi, c'était une excellente lecture. Malgré les sujets difficiles, alors c'est très dur, je ne l'avais pas classé en coup de cœur pour l'instant, parce que c'est dur de classer un livre comme ça en coup de cœur. Est-ce que je peux le classer en coup au cœur? Peut-être, parce qu'en fait en vous parlant, je me rends compte qu'il m'a beaucoup ému. Les petits post-it bleus là, il y en a eu 4,
C'est les moments où mon cœur s'est serré, mais j'ai jamais vraiment pleuré à chaudes larmes. Pas parce que c'était pas émouvant, mais parce que c'était pas tire-larmes en fait. L'autrice n'était pas là, je pense, pour nous faire pleurer à tout prix. Mais ça restait émouvant à certains moments, vraiment. Mon cœur s'est serré beaucoup de fois. Les post-it roses, c'est des phrases que j'ai trouvées absolument magnifiques. L'écriture est très belle. Elle est à la fois très belle, mais très fluide. On est dans une écriture qui se veut accessible. Mais ça n'empêche pas à certains moments d'avoir quelques petits élans poétiques qui donnent un petit, ouais, je sais pas, un petit coup de magie sur ce texte. Et après les autres post-it, les jaunes, vous voyez pas qu'ils sont jaunes, mais ils sont jaunes. C'est ceux pour le jour où je ferai un mois un pays sur la Syrie, parce que celui-là je vais me le garder. Bref, il y a beaucoup de post-it. Donc j'avais pas mis en coup de cœur parce qu'effectivement il m'a pas fait énormément pleurer, mais il m'a quand même procuré des émotions. Je me rends compte en vous en parlant qu'en fait il m'a beaucoup émue et que je pense que je me souviendrai longtemps de Salama. Donc peut-être qu'en fait c'est un coup de cœur. Enfin, c'est un coup au cœur. Voilà, tout ça pour ça. Je sais pas, je pense que c'est un livre c'est peut-être un coup de cœur qui va se développer avec le temps. Souvent ça fait ça, c'est les livres où c'était un excellent moment de lecture. J'ai appris des choses, j'ai découvert des choses. C'est un livre important à lire pour les messages qu'il transmet. Mais de là à dire que c'est un coup de cœur aujourd'hui, je sais pas. Mais ouais, peut-être que si c'est un livre qui me reste dans le temps, qu'il se transformera en coup de cœur. Je pense que c'est peut-être un de ces livres-là où on n'arrive pas, où en fait on est tellement pris dans l'histoire que c'est dur de s'en détacher et d'en prendre du recul dessus. Donc voilà, à voir. Peut-être qu'il sera dans ma vidéo de fin d'année, celle où je vous montre mes coups de cœur mois par mois. Ce sera la surprise. Même moi, je n'ai pas encore la réponse. Mais ouais, c'est un livre, c'est une chose que je disais à Eva pendant nos échanges. Je disais, c'est un livre que tous les racistes devraient lire, en fait. Tous les gens qui sont contre l'immigration devraient lire ce livre parce qu'en fait, ils comprendraient pourquoi, à un moment donné, juste on a besoin de quitter son pays, on n'a pas envie, mais on n'a pas le choix, tout simplement. Parce que, en fait, ce qu'on vit dans ce pays, c'est tellement horrible qu'à un moment donné... on n'a qu'une vie, donc on a le droit d'avoir envie de la vivre et d'être libre. Bref, voilà, je finirai là-dessus. Non, je finirai sur mon trouillomètre que j'ai mis quand même à 2 sur 5. Ok, mais lu-le en journée parce que ça fait pas peur, mais il y a des scènes extrêmement violentes. Il y a des enfants qui meurent et on a les détails de comment ils meurent. Et c'était dur, vraiment, à certains moments, c'était dur. J'ai eu peur de nombreuses fois pour Salama. Voilà, c'est pas un livre effrayant, mais c'est un livre qui laisse pas insensible et qui aborde des sujets difficile bien sûr. Allez, on va repasser sur des choses plus légères. On va retourner dans du polar, et cette fois dans un petit polar humoristique, on pourrait le dire, parce que j'ai lu Rester groupé de Sophie Hénaf. On est ici avec un tome 2 sur 4 des Poulets grillés, avec un polar, alors je sais pas trop comment le classer, peut-être un polar soft, mais en fait c'est un roman policier. Vous allez voir, les deux derniers romans dont je vous parle, ils sont assez semblables sur certains points. Rester groupé est paru en 2016 en version brochée et en 2017 en version poche. Il me rapporte donc, comme c'est un tome 2, 2 points pour le grand chelem des sagas. Yay! Et il fait 320 pages et c'est un livre que j'ai lu en audio. Dans Rester groupé, donc qui est le tome 2, le tome 1 c'est Poulets grillés, on est à Paris et on est avec un groupe d'enquêteurs un peu spéciaux parce qu'en fait ils ont tous été mis au placard parce qu'ils ont tous des problèmes. On a par exemple la chef de ce groupe, c'est Anne Capestan, qui elle a fait une bavure, a commis une bavure et donc elle est reléguée dans ce service. Il y a aussi des alcoolos, il y a un mec qui porte la poisse, il y a une écrivaine qui du coup a été mise là aussi, il y a des crétins tout simplement. Voilà, ils ont tous leur petite particularité qui fait que personne ne veut d'eux dans leur service de la vraie police. Et donc, ils forment ce groupe de bras cassés. Et en gros, on leur dit de résoudre les enquêtes non résolues. Donc, les cold cases, comme on dit. Ça, c'était le cas dans le tome 1. Ils résolvaient une affaire non résolue. Et dans le tome 2, c'est un petit peu différent parce que Anne Capestan, il y a le père de son ex-mari qui est retrouvé mort. Et du coup, en fait, mécaniquement, elle est concernée et donc elle va se faire mettre sur l'enquête en quelque sorte. Et en plus, en parallèle de ça, on a un gars qui un jour, je crois que c'est dans le journal, ouvre le journal et découvre sa rubrique nécrologique comme quoi il va mourir le lendemain ou le surlendemain, etc. Et effectivement, le surlendemain, il est retrouvé mort. Et donc voilà, ça va être un petit peu les deux enquêtes en parallèle. Poulets grillés, c'est vraiment, et ça va être comme le livre suivant, c'est un livre que je lis pour les enquêteurs, parce que, mais vraiment, qu'est-ce qu'ils sont drôles, mais c'est tellement décalé, en fait, c'est assez peu réaliste,
mais on s'en fout parce que c'est tellement fun à lire. Donc on a une enquête, on a tout le plaisir de l'enquête policière. Ici l'enquête policière, alors moi c'est toujours le problème en audio, c'est que les enquêtes c'est pas ce qui me marque le plus. Donc peut-être que les suites je les lirai en papier. De ce que j'ai suivi de l'enquête, c'est quand même une enquête qui est sympa, mais on a ce côté vraiment original de par les personnages. Les personnages, voilà, ici vraiment, mais ils sont tous des trucs. C'est tellement drôle. En fait, j'aimerais trop vous en dire, mais il faut les découvrir par soi-même parce que c'est tellement décalé, ça serait trop dommage que je vous spoil. Mais croyez-moi, il y a des choses qui m'ont beaucoup fait rire dans ce tome 2. J'avais déjà adoré le tome 1, j'avais adoré l'ambiance de cette équipe. Là, on a un nouveau qui débarque, qui est tout aussi barré que les autres, mais qui apporte encore une nouvelle touche, une nouvelle facette à ce groupe. Et vraiment, c'est très sympa. C'est un polar qui est très sympa à lire. Et vraiment, quel plaisir de lecture. Du coup, celui-là, cette série, je vais la continuer avec plaisir. Je vous en dis pas plus parce que, voilà, je pense que vous avez compris l'idée. En gros, ça se démarque pas par l'enquête, même si l'enquête était intéressante. Elle se tenait, pas de problème. On avait des rebondissements. Mais ce qui me plaît dans cette série, c'est les personnages et l'humour. L'humour qui se dégage. Ça en reste pas moins des personnages qui sont bien construits, qui sont cohérents dans leurs incohérences. Ils sont cohérents dans leur décalage en fait. Ils sont pas loufoques pour autant. C'est-à-dire que oui, ils ont chacun leur particularité, mais ils sont consistants dans leur truc. Et c'est ça qui est bien, c'est que ça part pas dans tous les sens non plus. On reste quand même focus sur l'enquête. Et ça, c'était très très cool. Voilà, c'est une série, si vous la connaissez pas, que je vous conseille, que moi j'ai découvert chez Totally Brune, justement, que je remercie encore une fois pour m'avoir fait découvrir cette série. C'était très chouette, et donc je continuerai. Le troyomètre est à 1/5, même pas peur. Oui, on est dans une enquête, mais ça fait pas peur en soi. On est dans du polar assez classique avec, voilà, ce petit twist plutôt humoristique. C'était très sympa. Et je sais plus si je vous l'ai dit, mais ça se passe à Paris. Et on va rester avec le dernier livre dans le même type de polar, un petit peu décalé de par ses personnages, qui se passe aussi à Paris. Et on va partir avec Le Commissaire Adamsberg, le dernier tome qui est paru de la série Une unique lueur. Et donc là, on est dans un tome 11 écrit par Fred Vargas. Et on retrouve le commissaire Adamsberg et toute sa clique. Et alors, eux aussi, mon Dieu. Bah attendez, d'abord, ce tome 11/11 est paru le 8 avril 2026, donc cette année. Donc il n'est pas encore disponible en poche et je ne l'ai pas trouvé en audio. Je sais pas si c'est que moi. Bref, en tout cas, il fait 525 pages. Moi, je l'ai lu en numérique. Je vous raconte un petit peu mon histoire avec cette série. Déjà, j'avais pas aimé le tome 1, qui s'appelle L'homme au cercle bleu. Je l'avais lu en version papier. Et j'avais pas du tout adhéré au style de l'autrice. J'avais bien aimé les personnages et tout, pas de problème. Mais le style, j'arrivais pas à le lire, en fait. Mais parce qu'en fait, le style, il est comme Adamsberg. Il est un peu décousu. Et vraiment, c'est très rare que le style comme ça, que j'arrive pas... En plus, c'est pas qu'il me plaisait pas, c'est que j'arrivais pas à suivre mon cerveau. Je lui disais une phrase et je partais. Mais je vous jure, comme Adamsberg. Une dinguerie. Maintenant que je connais bien Adamsberg, je me dis, en fait, il a l'écriture. C'est comme si c'était Adamsberg qui écrivait, en fait. Et donc, je m'étais dit, mais quand même, ces personnages, ils m'intriguent. Et puis, on m'a tellement parlé de cette série, je vais persévérer. Et j'avais écouté le tome 2 en audio, L'homme à l'envers. Et j'avais adoré. Et en fait, je me suis dit, ok, son style, avec moi, il passe mieux en audio. Et donc, j'ai lu toute la série en audio, sauf le tome 4, que j'avais en papier, Pars vite et reviens tard. Et là, encore une fois, quand j'ai lu ce tome 4, j'ai apprécié ma lecture, mais le style, j'avais encore du mal. Ça allait mieux que par rapport au tome 1, parce que je m'y étais accoutumée, mais voilà, j'avais quand même eu du mal. C'était pas aussi fluide qu'en audio. Bref, après je suis repassée en audio, j'ai lu tous les autres tomes en audio, et là, le tome 11, comme je l'ai pas trouvé en audio, et ben je l'ai lu en numérique. Et j'avais un petit peu cette appréhension de me dire, mais est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais apprécier ma lecture? Et en fait, oui, j'ai adoré. Parce que je me suis accoutumée en fait au style maintenant. Je connais très bien les personnages. J'ai tellement plaisir à les retrouver. Ça a enlevé la barrière du style en fait. Et au contraire, j'ai même beaucoup apprécié le lire en version numérique en l'occurrence. Dans ce tome 11, je vais pas vous en dire trop parce que je veux pas vous spoiler. Et en gros, de toute manière, si vous en êtes au tome 11, c'est que vous savez à quoi vous attendre. Mais en gros, on est ici à Paris et un meurtre est commis sur une jeune femme. Mais c'est un petit peu particulier parce que la jeune femme est retrouvée dans la rue, allongée au sol. Mais elle est bien positionnée, elle n'a pas été jetée là, elle n'a pas de sang de partout, elle a été toute nettoyée. Et voilà.
Et donc ça, c'est le point de départ de l'enquête qui va nous amener dans plein de trucs. Avec Adamsberg, ça part toujours dans tous les sens. J'ai adoré ma lecture. J'ai lu le tome précédent sur la dalle il n'y a pas très longtemps. J'avais bien aimé, mais celui-là, vraiment, je l'ai surkiffé. Mais qu'est-ce que j'aime, encore une fois, c'est comme dans Poulet grillé, mais les personnages, ils sont tellement excellents. Chaque personne de ce groupe d'enquêteurs, Adamsberg le premier, mais pas que lui, ils ont tous leurs petits traits de caractère qui les rendent différents et que personne ne veut travailler avec eux. Un peu comme dans Poulet grillé. Vous voyez, pour moi, il y a des petites similitudes là-dessus, mais en ayant quand même des différences parce que c'est pas les mêmes traits de caractère. C'est plus subtil, je trouve, dans Adamsberg. Ce qui n'était pas du tout dérangeant pour Poulet grillé, hein, que ça soit un petit peu plus gros, plus marqué, moi ça m'a pas du tout dérangé, ça rentrait très bien dans le contrat en tout cas que j'attendais de Poulet grillé. Mais dans Adamsberg, voilà, ils ont tous leurs petites spécialités, leurs petites spécificités qui les rend uniques et qui fait que cette équipe, elle fonctionne plutôt bien, mais qui les embarque à chaque fois dans des trucs assez barrés même, presque, j'ai envie de dire. Et ce que j'adore dans ce livre, et là je trouve que je l'ai plus apprécié, le fait de le lire en écrit. En fait, il y a énormément de jeux de mots, de jeux de langue, et de jeux aussi au niveau des expressions qui sont détournées, redétournées, qui sont prises dans tous les sens par Adamsberg, qui embarque toujours un ou deux de ses collègues dans son délire autour d'une expression ou d'un mot. Qu'est-ce que c'était génial. Vraiment, mais j'aime trop cette série. C'est trop bien. Et pourtant, je vous jure, j'étais à ça de jamais la continuer parce que j'avais pas aimé L'Homme au cercle bleu. Et là, pour le coup, je remercie ma belle-sœur parce que c'est ma belle-sœur qui m'a conseillé cette série. Et donc, c'est grâce à elle que je l'ai commencé. Mais voilà, vraiment, je m'étais dit, mais bon, d'accord, elle m'a conseillé ça, mais c'est pas terrible en fait. Et en fait, si, c'est génial. Merci, belle-sœur. C'est une des rares sagas policières où je suis à jour, et ça, il faut le noter. Donc, il y a actuellement 11 tomes qui sont sortis, et je sais pas s'il y aura une suite. J'avoue, j'espère que oui. Et donc ça me fait quand même rapporter 11 points, parce que c'est un tome 11, plus 11 points, parce que c'est le dernier tome paru. Donc, je gagne 22 points pour le grand chelem des sagas. Je sais, vous en foutez complètement, mais moi, je suis quand même contente. Personnellement, mon tome favori de cette série que j'ai très envie de relire, c'est Quand sort la recluse. Qu'est-ce que j'ai adoré ce tome, je l'ai trouvé incroyable, j'ai appris plein de choses au niveau historique, l'enquête était géniale, les personnages bien sûr, mais c'était trop bien. Niveau trouillomètre, j'ai mis 1 sur 5, même pas peur, rien ne fait peur, l'ambiance n'est pas du tout sombre, on est vraiment dans du polar, pur polar, à fond sur l'enquête, sur des nœuds au cerveau, les nœuds au cerveau d'Adamsberg pour résoudre l'enquête. Donc voilà, rien ne fait peur. Et ben voilà, après ces 3 polars et ce petit joli contemporain, triste contemporain, on va s'arrêter là. Merci d'être arrivé au bout de cette vidéo. Avant de partir, pensez à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres ou une de ces séries, ce que vous en avez pensé, et dites-moi aussi ce que vous êtes en train de lire en ce moment, si vous avez envie. Et tout ça en commentaire, bien évidemment. Sur ce, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Je vous souhaite plein de courage avec les chaleurs, si vous êtes en France ou en Belgique. Je suis de tout cœur avec vous. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao!